Donc, bonjour, oui, donc je suis salarié donc, du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté et plus particulièrement conservateur de la réserve nationale du ravin de Valbois, donc à 25 km d'ici. Donc on travaille depuis longtemps sur les invertébrés comme pour leur conservation, mais aussi en tant qu'outil, en tant qu'indicateur. Et je vais essayer de vous parler de qu'est-ce que l'on fait avec, les peuplements de cirfes, donc cette famille extraordinaire de mouches. Et peut-être se poser la question, en milieu urbain, comment on pourrait utiliser cet indicateur, quoi. Donc, les cirfes, donc ce sont des diptères, donc des mouches. Hein. Vous avez la deuxième paire d'ailes est atrophiée, c'est juste un petit balancier qui est ici, quoi. Ils sont floricoles, donc leurs pièces buccales sont suceuses. Tous les adultes, en fait, vont être quasiment floricoles. Certains, je dirais, parmi les saproxyliques, vont plutôt sucer la sève, en fait, des blessures des arbres, quoi. Mais à part quelques exceptions, c'est vrai que la plupart, les adultes sont floricoles, et ce qui fait que pour nous, pour les échantillonner, c'est relativement simple, parce qu'on peut utiliser un piège standardisé. Je vais y revenir, quoi. Donc, rapidement, je dirais qu'est-ce que c'est qu'un cirfe, donc le diptère. L'innervation LR est importante pour le caractériser, donc une cellule anale particulière, les nervures qui ne vont pas jusqu'à l'extrémité de l'aile, et surtout, ça ne correspond qu'au cirfe, une petite nervure ici, la vena spuria, qui est flottante, donc qui ne termine sur rien du tout, quoi. Tous les cirfes, à part bien sûr quelques exceptions, la nature est comme ça, ont cette vena spuria, quoi. J'irai pas plus loin sur la systématique, vous inquiétez pas. Je ferai juste un petit tour d'horizon des différents, pas tous les genres bien sûr, mais un peu à quoi ça ressemble les cirfes. On a l'habitude de dire ça ressemble un peu aux guêpes et aux abeilles. En effet, c'est très polymorphe, quoi. On a ces bêtes-là, on a des bêtes en effet qui ont des tailles de guêpes, tout à fait, des grandes antennes, là, pour une fois. Par contre, il n'y a bien que 3 articles. On n'a pas les grandes antennes des guêpes ou des abeilles. Des espèces très, très velues. En effet, là, on n'est pas loin des abeilles dans le look. Quelque chose d'après plus habituel. Pour la plupart des gens, le cirfe, c'est plutôt ça, avec cet abdomen jaune et noir. Vraiment des vraies ressemblances avec les bourdons. Donc là, les éristales, donc sur type les guêpes. Mais vous voyez, les photos sont beaucoup prises sur les fleurs. Hein. Les adultes fréquents sont vraiment floricoles. Donc, de nouveau, un cirfe plus classique. Il y a aussi les petites bêtes toutes noires qui sont les cirfes. Des genres pas simples, en général à déterminer d'ailleurs. Voilà, je continue sur les bêtes toutes noires. Et enfin, je finis par ce cirfe, en effet, qui ressemble vraiment à abeille. C'est un peu à s'y méprendre, quoi. Donc, par contre, nous, pour l'évaluation de la qualité des milieux naturels que l'on gère, c'est pas trop le stade adulte qui nous intéresse, c'est plutôt le stade larvaire. Donc, on m'a expliqué hier, les cirfes, donc là, c'est un asticot, la larve, hein. Donc aphidiphage, donc qui est spécialisé dans la consommation des pucerons. La plupart des cirfes ont des larves aphidiphages, mais pas tous. On le reverra. Et l'intérêt, c'est que beaucoup d'espèces de cirfes sont très spécialisées au stade larvaire. Donc les larves sont dans une niche écologique assez précise, dans un micro-habitat. Et en fait, inventorier les cirfes va nous permettre d'inventorier les micro-habitats. Les cirfes savent beaucoup mieux faire que nous. Donc pour tout étudier les cirfes, en effet, on a 860 espèces en Europe, 550 à peu près en France, 370 je crois en Franche-Comté. On est la région la mieux connue, je dirais pas la plus riche, parce que c'est là qu'on a quand même le plus inventorié les cirfes en France. Ça veut dire qu'on a un nombre d'espèces quand même assez conséquent. Hein, on ne va pas travailler sur une dizaine d'espèces. Donc, pour faire l'évaluation, c'est important. En plus, la plupart sont très exigeantes en termes de micro-habitat, c'est important. Donc, on va être a priori sur des bons bioindicateurs. Ensuite, on va avoir des cirfes, notamment, donc là, je suis bien sur le stade larvaire, un petit peu partout. À la fois, j'irai sur le bois mort, du bois mort de grosse taille, du bois mort de petite taille, du bois mort au sol, du bois mort
en hauteur, là il est mouillé, là il est sec, dans les feuillages, dans les buissons, au rang du buisson, en bas du buisson, dans les champignons, dans les prairies humides, enfin en bord de berge, à part, je dirais, les grands eaux stagnants, genre les lacs, où on ne va pas avoir d'évaluation possible avec les cirfes. Ailleurs, tous les milieux naturels sont évaluables, je dirais, avec le peuplement de cirfes. En plus, si la plupart sont prédateurs de pucerons, d'autres sont phytophages. Il y a des cirfes qui sont spécialement dans les plantes à bulbes. Donc, dans les bulbes, par exemple, il y a un cirfe qui est dans l'ail des ours, il n'y a que lui. Enfin, il n'y a que l'ail des ours pour lui. Des mycophages, donc, qui sont consommateurs donc, de champignons, quoi. Donc, je disais, un stade larvaire très spécialisé qui va forcément nous intéresser. Capturable de manière standardisée, on nous en a parlé hier sur Genève, donc c'est le même outil, hein, c'est pas un hasard, c'est la tente malaise. Donc là, c'est la première tente malaise que j'ai posée avec mon collègue de la réserve nationale de Romoray. C'était notre première tente, donc elle n'était pas forcément bien posée. Ceux qui savent un petit peu poser les tentes malaises aujourd'hui diraient comment ça se fait, vous ne l'avez pas mis contre le buisson. Les choses s'apprennent progressivement, tout à fait. On va chercher en effet à poser les tentes sur un axe de vol. Donc l'axe de vol, c'est quelque chose quand même... il faut un petit peu de bouteille pour que ça vienne, mais ça vient, c'est tout à fait accessible. La détermination est possible, c'est-à-dire que 550 espèces en France, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Ça veut dire que c'est plus compliqué que les rhopalocères, donc les papillons de jour, que les orthoptères, mais c'est sûrement moins compliqué que les abeilles. C'est moins compliqué que les coléoptères. Je dirais en 2-3 ans, on peut bien se mettre sur les cirfes, quoi. Et puis, si on est parti sur les cirfes, donc quand je dis on, c'est des réserves naturelles, des conservatoires d'espaces naturels, on a monté un groupe il y a une dizaine d'années sur cette méthode-là. C'est parce qu'une méthode, justement, existait, qui a été très fortement popularisée par un Irlandais qui s'appelle Martin Spetz, et qui, en fait, décrit les traits de vie des différentes espèces de cirfes et qui les a numérisées. Donc, il y a une base de données européenne qui nous permet de dire, dans tel type d'habitat, pour mon cas, par exemple, une pelouse sèche, quelles espèces je devrais avoir. Et donc, je vais utiliser cette base de données pour avoir la liste des espèces européennes pour cet habitat-là. Je vais passer avec un filtre, parce que je suis en Franche-Comté et je ne vais pas forcément avoir les espèces de Bretagne ou d'Aix-en-Provence. Et donc, je vais réduire ma liste d'espèces potentielles à, en Franche-Comté, sur une pelouse sèche, qu'est-ce que je peux avoir, quoi. Donc, cette base de données numérisée est fantastique. C'est à ma connaissance le seul groupe en fait, faunistique sur lequel on dispose vraiment de ça. Le muséum a commencé à travailler là-dessus sur les papillons de jour. Dommage, je ne le mets pas à jour, c'est pas actualisé, mais j'espère que ça va quand même se faire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, les cirfes sont vraiment très, très intéressants, quoi. Donc, je vais vous décliner un petit peu la méthode CIRF-ZONET et puis des applications sur la réserve naturelle dont je suis conservateur, quoi. Donc, liste d'espèces attendues, les prédites, c'est ce dont je vous ai parlé à partir de la base de données. Donc, on a un pool d'espèces prédites. On va mettre des tentes malaises, on va observer des espèces, on a un pool d'espèces observées. Et au milieu, eh bien, on a les observées qui ont été prédites, donc les espèces au rendez-vous, quoi. Et on va voir ces trois critères-là, les espèces au rendez-vous, les inattendues, donc qui ont été observées mais qui n'étaient pas prévues, et les manquantes, là, qui étaient prévues mais qui n'ont pas été observées, quoi. Et pour ces trois éléments-là, en fait, on va travailler pour le diagnostic, quoi. Le premier élément, c'est l'intégrité écologique, donc c'est un peu notre indicateur. L'intégrité écologique, c'est comme ça que l'a nommé Martin Spetz. Aujourd'hui, on n'est pas loin de ce qu'on appellerait, nous, l'état de conservation, quoi. C'est pas complètement pareil, mais ça s'en approche, quoi. Donc c'est un petit peu la synthèse où on fait en fait le rapport entre les rendez-vous par rapport aux attendus, quoi. Par rapport à ce qu'on devait avoir, qu'est-ce qu'on a eu, quoi. Ensuite, on a l'autre élément, les espèces inattendues. Donc ça traduit, si on a beaucoup d'espèces inattendues, ça peut traduire quand on ne s'est pas bien organisé là, pour les espèces attendues. On n'a peut-être pas forcément bien décrit notre milieu. Peut-être qu'en fait, elles sont inattendues, mais en fait, on aurait rajouté des habitats supplémentaires. Là, en fait, on les retrouverait ici, quoi. Donc ça nous aide, en fait, ça s'appelle la qualité du modèle, à définir un peu nos habitats pour définir la liste des espèces attendues. Ça peut permettre aussi de montrer que autour du site
que l'on diagnostique, eh ben, c'est pas un champ de maïs, mais c'est aussi des habitats très riches. Si on diagnostique une pelouse, ben, on va forcément avoir des espèces de forêt, des espèces d'arbrisseaux. Elles sont inattendues, mais c'est normal. C'est même bien important qu'elles soient là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un désert, quoi. Et ensuite, les espèces manquantes. Donc, c'est le pendant, en fait, de l'intégrité écologique. En fait, hein, c'est les espèces... le rapport entre les manquantes par rapport aux attendus. Hein. Si on a 70% d'intégrité écologique, on a 30% d'espèces manquantes. Et là, on va se poser la question, parce que c'est les points faibles en fait du milieu qu'on diagnostique, quels sont les traits communs entre ces espèces manquantes, quoi. Quelle est leur écologie, et est-ce qu'il n'y a pas les micro-habitats qui manquent? C'est un petit peu la base de la méthode, qui est en fait toute bête, somme toute. Encore fallait-il l'écrire et avoir une base de données pour pouvoir l'implémenter. Donc, derrière ce modèle théorique, deux exemples sur la réserve naturelle. Donc, sur les pelouses calcicoles. Donc, vous voyez, on avait 53 espèces attendues, on en a observé 37. Donc, les pelouses calcicoles, elles ressemblent à ça. Donc, vous voyez, des pelouses avec une couverture de bosquet relativement importante, à peu près 20% de surface. Si on regarde un petit peu la strate herbacée, vous voyez une recherche d'hétérogénéité. Hein. On n'a pas du 5 cm de pelouse à la fin de la saison de pâturage. On cherche de l'hétérogénéité au moins verticale. Et j'attendais des cirques un retour par rapport à ça. Du coup, ce groupe biologique, qu'est-ce qu'il en pense de ce mode de gestion, quoi. Et donc, dans les 70% d'intégrité écologique, en fait, on a séparé par compartiment, quoi. On retrouve 70% sur le compartiment vraiment pelouse sèche. Sur le compartiment, lisière des forêts thermophiles, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. En fait, ce sont les ourlets thermophiles, hein. Donc les strates hautes, les strates herbacées hautes. On est à 56%, donc là, un point faible. On a deux compartiments sur les milieux secs, selon qu'il y ait des rochers ou pas. On est à 77% sur des compartiments sur vraiment le xérophile. Et un compartiment sur la broussaille et les forêts, où là, on est à 83%. Donc, on voit un peu que derrière les 70%, on peut décomposer. On a un peu les points forts et les points faibles de la pelouse. Le point fort, c'est très, très clairement la broussaille. C'est-à-dire que donc, les 20% de bosquets que l'on maintient, ils servent réellement à quelque chose, hein. C'est pas juste pour diversifier. Il y a bien un cortège d'espèces derrière. Donc 83% d'intégrité écologique, c'est très très fort, hein. À partir de 60-65%, on commence à être dans des taux assez forts, quoi. Et le bas blesse, je dirais, au niveau des ourlets. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on met en place du pâturage pour gérer des pelouses, bah forcément on va consommer ces ourlets. Donc l'équilibre n'est pas forcément facile à atteindre. Si j'augmente mes ourlets, ça sera au détriment du reste. Aujourd'hui, j'en reste là. En tout cas, j'arrive quand même à avoir 56% d'intégrité sur les ourlets. C'est pas mal. J'attends des études complémentaires sur d'autres sites où, au contraire, il n'y a pas d'ourlet. On a vraiment 5 cm de strates herbacées à la fin de la saison. On sera, à mon sens, plutôt de l'ordre de 30%. Donc voilà, en tant que gestionnaire, j'ai un retour intéressant par ces CIRF. Autre exemple, au niveau de la forêt, Ravin-de-Valbois, donc c'est 90% de la forêt, de la hêtraie. Le gros intérêt des CIRF, ça va être d'être capable d'échantillonner en fait des forêts qu'on n'arrive pas à évaluer parce que soit elles sont de trop petite taille, soit tout à fait linéaires. On a forcément là, des placettes forestières et des mesures dendrologiques. Sur la hêtraie, c'est possible. Par contre, sur la chenille pubescente, j'ai 5 hectares, aucune valeur, je dirais, statistique avec mes placettes dendrologiques, je ne peux pas les utiliser. Et sur la forêt, la frêne érablée en bord de ruisseau, j'ai 3 hectares sur un linéaire de 3 km. Là, une placette, on va pas la placer. Les CIRF, eux, ils sont capables d'y aller, quoi. C'est-à-dire que je vais pouvoir décomposer en fait mon intégrité écologique par type de forêt. Alors, on n'en est pas à l'association végétale, hein, c'est des grands types. Donc, on a la hêtraie, on a la chenille pubescente et on a la forêt riveraine du ruisseau, quoi. Je vous passe les plantations résineuses, c'est un autre sujet. Méthodologiquement, c'est plus compliqué, mais je pourrais en reparler avec vous si vous le voulez, mais c'est pas le sujet, quoi. Donc, sur ces types de forêts, le gros souci, on est sur des niveaux d'intégrité écologique à peine plus faibles, de l'ordre de 65%. Là, clairement, c'est le manque de bois mort.
le manque de bois mort de grosse taille, le manque de stades dépérissants, quoi. Alors, on n'avait pas besoin des CIRF pour nous le dire. Forcément, on le savait. Par contre, grâce aux CIRF, on va pouvoir quantifier, en fait, la quantité d'espèces manquantes et du coup cette intégrité écologique et pouvoir donc voir comment ça évolue dans le temps. Oui, je vois qu'il faut que je me dépêche, quoi. Donc c'est pas pour rien que nos meilleurs résultats c'est sur la forêt en bord de ruisseau où là on a plus de bois mort en effet. Je passe donc la forêt, la photo en bas à droite, quoi. Bon, j'aurais voulu vous dire plus de choses, je passe en effet. Alors, en milieu urbain, comment utiliser un petit peu ce protocole? Alors, évidemment, sur des villes comme Besançon, où dans la ville de Besançon, il y a des surfaces conséquentes de pelouse ou de forêt, d'éboulis, on peut complètement utiliser ce même protocole pour évaluer l'état de conservation des pelouses ou des forêts. Par contre, en milieu, je dirais, plus strictement urbain, moi, je pense qu'il y a un enjeu très fort que les CIRF peuvent évaluer, c'est au niveau des parcs et jardins. Et je pense que là où vous avez des trésors importants, c'est au niveau de ces vieux arbres. La densité de vieux arbres qu'on peut avoir en milieu urbain par rapport au milieu rural est beaucoup plus importante. Et là, je sais que des collègues sur l'île, par exemple dans le cadre du programme SAPOL, ont travaillé sur les vieux arbres de l'île et ont trouvé des espèces qu'on ne connaissait pas ailleurs dans le département, quoi. Donc il y a forcément des pépites à trouver. Alors en appliquant le protocole CIRF-Zonette, ou pas, c'est pas forcément évident parce que la liste d'espèces attendues pour parcs et jardins n'est pas forcément complètement bien élaborée, mais bon, c'est des choses à tester. Donc il y a un travail à se faire là-dessus. C'est vrai que il y a de très bons parcs et jardins à Besançon par exemple, et il y a des fleurs à côté, donc les CIRF ils vont être sur les fleurs, on va pouvoir les avoir, et donc du coup on va pouvoir faire de l'évaluation, quoi. On se va poser forcément la question du mode de piégeage, des plantes de maïs en milieu urbain, vandalisme, pas de vandalisme. C'est clair qu'on ne va pas quand même cacher complètement les tentes, mais on ne va pas les montrer non plus. Et donc on voit très bien que des tentes avec le toit blanc se voit beaucoup plus que des tentes noires. Donc c'est bien les tentes noires qu'on va chercher. Par contre, je pense que le piégeage est indispensable. Se limiter à de la chasse à vue, on va passer à côté de vraiment d'espèces, quoi. Ou alors il y a peut-être une ou deux personnes en Europe qui ont la capacité de faire ça de manière complètement efficiente. Mais je pense qu'on ne peut pas se passer de piégeage. Donc il faudra expliquer aux habitants pourquoi on piège. En effet, on n'est pas habitué en effet, à cela. Mais pour beaucoup d'espèces d'invertébrés, si on ne les a pas sous les binoculaires, on ne peut pas les inventorier, quoi. Et donc je vous remercie. Je voulais juste finir en disant que j'avais commencé en disant que les CIRF ressemblaient aux abeilles et aux guêpes, mais peut-être qu'à regarder de plus près, en fait, est-ce que ce n'est pas plutôt les abeilles et les guêpes qui ressembleraient aux CIRF? Merci beaucoup.